France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Ni pour le meilleur, ni pour le pire. Non, mais pour devenir un outil de communication qui nous permet de vivre ensemble, ici, maintenant, et sans lequel nos échanges ressembleraient à ça. Et oui, là c'est tout de suite beaucoup moins clair, non? Pour en apprécier toute sa saveur, il suffit d'imaginer la langue française comme un plat du jour, concocté à partir de spécialités latines, grecques, anglo-saxonnes, arabes, bretonnes, et j'en passe, écœurant ce mélange. Mais non, bien au contraire, unique, original et délicieux. Alors réjouissons-nous, la langue française est plus vivante et plus riche que jamais. C'est génial, c'est cool, c'est bad, c'est frais, c'est trop stylé, c'est gavé bien, c'est super. Bref, je jubile, je kiffe, je m'ébobie. Voilà, extrait du spectacle au Théâtre de Paris de Laurent Deutsch, romanesque ou la folle aventure de la langue française. Il amène le lecteur, l'auditeur dans un voyage sur les traces de cette terra incognita, cette langue que nous parlons aujourd'hui, pour tenter de mieux la savourer. Bonjour Rachid Santaki. Olivia. Bonjour et bonjour Alain Borère. Bonjour Olivia, bonjour Rachid. Alors vous êtes un écrivain voyageur et vous n'avez peut-être pas forcément réalisé ce voyage que nous propose Laurent Deutsch, quoique vous êtes un spécialiste de Rimbaud, Le Dormeur du Val, L'Homme aux semelles de vent. Vous êtes auteur de poésie, de récits de voyage comme Le ciel et la carte, d'essais aussi sur l'art. Vous êtes surtout l'auteur de 2 livres autour de la langue française. De quel amour blessé? Réflexion sur la langue française paru chez Gallimard il y a 7 ans. Vous venez maintenant de publier dans la collection Tracts de Gallimard un nouveau coup de gueule, Speak White. Pourquoi renoncer au bonheur de parler français? Ben oui, pourquoi? Oui, c'est une étrange question d'avoir à renoncer à ce bonheur-là, car la langue française est un trésor de l'histoire de l'humanité. Du moins, c'est encore plus fort s'il s'agit d'un grand poète chinois, François Cheng, qui l'affirme. Et pourquoi renoncer à ce trésor alors qu'il faut au contraire non seulement le développer, mais comprendre à quel point il nous parle, il nous aide à formuler notre pensée. Et il est un trésor pour les idéaux, je dirais. Je pense que c'est ça que, pour moi, je crois avoir compris, qu'il y a des idéalisations dans les morphologies de chaque langue et que celles-ci sont très préférables, très chaleureuses, très importantes. Je crois que la langue française parle à une personne, s'adresse à une personne, et c'est une personne proche. C'est pourquoi on peut dire tout de suite que cette catégorie de la personne est souhaitable. Elle forme une sorte d'alternative dans notre époque, une alternative attendue, souhaitée, et qui fait de la langue française, comme l'a dit Camus, bien sûr, vous savez, la patrie, c'est ma langue, mais c'est une langue et une patrie mondiale. Voilà, alors c'est une langue qui subit ou qui subirait un peu les coups de boutoir quand même de l'anglais sous toutes ses formes. C'est aussi une langue dont vous avez peut-être vous le sentiment, Alain Borère, qu'on vous pousse à y renoncer, qu'on vous invite en permanence comme une injonction moderne et contemporaine à renoncer à cette langue, au bonheur de parler français, en vous répétant que la langue est vivante, que la langue évolue et qu'il faut acter peut-être ce caractère particulier. Vous racontez aussi dans ce tract chez Gallimard, pour vous, toute la singularité de notre langue. On va y revenir. On va d'abord la faire vivre à travers cet exercice qu'est la dictée que nous offre chaque samedi Rachid Santaki. Vous étiez un bon élève à l'école, fort en dictée? J'ai eu le privilège d'entendre mes dissertations et mes rédactions lues, alors que je menais une scolarité de cancre complet. Aussi, je suis ici non pas avec mon tricorde, mais avec mon bonnet d'âne. Je les échange parfois. Voilà. Bon, alors, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On se dit que vous avez dû bien progresser quand même depuis tout cela. La dictée, Rachid Santaki, comment ça va se passer? Eh bien, comme chaque semaine, Rachid va faire une première lecture du texte qu'il a choisi pour nous permettre de nous le mettre dans l'oreille, une seconde pour noter, en faisant toutes les liaisons comme il se doit, en prenant le temps aussi de respirer, et une troisième lecture pour corriger ensemble. Qu'avez-vous choisi comme texte aujourd'hui? Un extrait donc de La vie errante de Guy de Maupassant. Bravo.
Bravo. C'est un livre que vous avez lu, un texte que vous appréciez, Alain Borère? Oui, je l'apprécie beaucoup parce que pour moi, c'est le fils, peut-être même le fils putatif, hein, comme on disait en latin, spirituel de Flaubert. Et la littérature, donc fortement réaliste, présente ce sentiment d'abord, ce procédé d'abord, de ne pas disposer de pronom personnel. J'espère peut-être que je sera confirmé dans ce texte. C'est-à-dire que il n'y a pas un sujet qui raconte. C'est le monde qui est un modèle de lui-même. Donc c'est une sorte de, chez Maupassant, une sorte de hologramme. Et par conséquent, on va voir ce texte, je ne sais pas, mais il y a les sons viennent du monde, ils ne viennent pas du micro de celui qui parle. On n'est plus dans la littérature subjective, mais dans l'attente et l'écoute du monde. C'est ça que le réalisme de Flaubert. Alors, donc, ces phrases sont magnifiquement ciselées et elles sont en quelque sorte la réalité même, n'est-ce pas, du monde, comme on verra avec Courbet dans l'État. Et ça qui est très, très passionnant, parce que ça se joue à l'économie de la langue. Et je voudrais me demander bien comment les sons viennent, parce que les sons chez Maupassant sont très importants. Ils marquent les distances, et ils sont des produits du monde. Hein. Donc il n'y a pas de locuteur, mais on entend par les sons et les couleurs. On va entendre le vent, on va entendre une légère brise aussi dans ce texte, Rachid Santaki, La vie errante, paru en 1890, qui est un recueil de ses chroniques de voyage en Italie, en Algérie ou encore en Tunisie. Il faut dire que Maupassant a quitté Paris en pleine exposition universelle et qu'il se rend alors à Cannes, où il va embarquer direction l'Italie d'abord, avant de rejoindre le Maghreb. À ses débuts, il va travailler à Paris, Maupassant, comme fonctionnaire au ministère de la Marine. Déjà, cette idée du voyage à travers ce poste pendant près de 10 ans. Belle Amie, c'est son roman le plus célèbre, mais c'est aussi le nom, paraît-il, vous le saviez, j'imagine, Alain Borère, de son yacht privé. Rien à voir avec le yacht à $1,5 million que s'est offert Jeff Bezos cette semaine. C'était le joli yacht de Maupassant qui a dû l'emmener, qui l'a emmené au large. Voilà pour l'introduction à ce texte, à cette vie errante façon Guy de Maupassant, qu'on connaît un peu moins sous l'angle de l'écrivain voyageur et qu'on va avoir plaisir à redécouvrir. Rachid Santaki, c'est parti pour une première lecture. Très bien. Donc, La vie errante, Guy de Maupassant. Et donc là, c'est la première lecture, Alain Borère. Vous pourrez écrire lors de la seconde lecture et nos auditrices et auditeurs également. Sortis du port de Cannes à 3 heures du matin, nous avons pu recueillir encore un reste des faibles brises que les golfes exhalent vers la mer pendant la nuit. Puis un léger souffle du large est venu, poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne. Fin de la dictée pour les écoliers. C'est un bateau de 20 tonneaux tout blanc, avec un imperceptible fil doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc de cygne. Ses voiles en toile, fines et neuves, sous le soleil d'août qui jette des flammes sur l'eau, ont l'air d'ailes de soie argentée, déployées dans le firmament bleu. Ces 3 phoques s'envolent en avant, triangle léger qu'arrondit l'haleine du vent, et la grande misaine est molle sous la flèche aiguë qui dresse, point de suspension. Voilà pour cette première lecture. Et maintenant, très bonne dictée à tous. Très bonne C'est parti. À tous et à Alain Borère. Là, il faut écrire. Ah oui, j'écris. Ouais. J'écris avec le secours des amis qui ont en ce moment même avec moi, mais c'est moi qui suis exposé malheureusement, le crayon en main, et je salue mes êtres chers à Genève, à Paris, à Tours, à Richelieu, dans l'Indre-et-Loire, à Chaumusset, au Grand Pressigny, à Trélazé, à Niort, à Nantes, à Mérignac, à Toulon. Vous voyez, tout le monde fait votre dictée. Hein. Tous des fidèles de la dictée de Rachid Santaki. Voilà, quelle belle nouvelle, on vous salue également. Et je précise qu'Alain Borère n'a pas voulu de mon vieux bic, qu'il s'est choisi et amené son propre stylo plume, sa plume, qu'il trempe dans un encrier portatif. Voilà, les conditions sont réunies et elles sont belles pour cette dictée. Merci. Rachid, c'est à vous. C'est parti, bonne dictée à toutes et à tous. Sortie
du port de Cannes, sortie du port de Cannes, à 3 heures du matin, virgule, sortie du port de Cannes, à 3 heures du matin, virgule, nous avons pu recueillir, nous avons pu recueillir encore un reste, nous avons pu recueillir encore un reste. Alors je répète pour nos jeunes participants, sortie du port de Cannes à 3 heures du matin, virgule, nous avons pu recueillir encore un reste, des faibles brises, des faibles brises. Nous avons pu recueillir encore un reste des faibles brises que les golfes exhalent, que les golfes exhalent vers la mer, que les golfes exhalent. Est-ce qu'il faut vraiment faire la liaison? Vous feriez la liaison que les golfs exhalent ou que les golfs Ah oui, que les golfs exhalent. Oui. exhalent? Quelle drôle de liaison. Ouais. Oui, elle est parfois bizarre, mais c'est l'équilibre des consonnes et des voyelles qui est fondamental. Hein. Donc là, ça se justifie. Oui, ça se justifie, vous voulez dire? Oui, oui, là, vous la feriez. Vous Oui, aussi. enfin, donc je ne sais pas que je la ferais, mais c'est la règle esthétique. Parce que ce qui est très frappant, c'est que l'esthétique domine la grammaire. Alors, Que les golfes exhalent exhalent vers la mer pendant la nuit. Point. Que les golfes exhalent vers la mer pendant la nuit. Point. Vers la mer pendant la nuit. Point. Puis un léger souffle, puis un léger souffle du large est venu, virgule. Puis un léger souffle du large est venu, virgule. Du large est venu, virgule. Poussant le yacht, poussant le yacht. Du large est venu, virgule. Poussant le yacht. Couvert de toile, poussant le yacht, couvert de toile, vers la côte italienne. Point. Poussant le yacht, couvert de toile, vers la côte italienne. Point. Fin de la dictée pour les écoliers. Donc, je vais répéter cette dernière phrase pour nos plus jeunes participants. Puis un léger souffle du large est venu, virgule, poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne. Point. C'est un bateau. C'est un bateau. C'est un bateau de 20 tonneaux. C'est un bateau de 20 tonneaux, tout blanc, virgule. C'est un bateau de 20 tonneaux, tout blanc, virgule. Avec un imperceptible fil. C'est un bateau de 20 tonneaux, tout blanc, virgule. Avec un imperceptible fil doré, un imperceptible fil doré,
qui le contourne comme une, qui le contourne, qui le contourne comme une mince, avec un imperceptible fil doré, qui le contourne comme une mince cordelière, comme une mince cordelière sur un flanc de cygne, point. Sur un flanc de cygne, point. Comme une mince cordelière sur un flanc de cygne, point. Ses voiles en toile fine, ses voiles en toile fine et neuve, virgule, ses voiles en toile fine et neuve, virgule, sous le soleil d'août, sous le soleil d'août, qui jette des flammes, qui jette des flammes sur l'eau, virgule, je répète, ces voiles en toile fine et neuve, virgule, sous le soleil d'août, qui jette des flammes sur l'eau, virgule, ont l'air d'ailes de soie, ont l'air d'ailes de soie argentées, ont l'air d'ailes de soie argentées, déployées dans le firmament bleu. Point. Donc je répète, ont l'air d'ailes de soie argentées, déployées dans le firmament bleu. Point. Non, fermez pas le stylo, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé encore. Vous avez rebouché votre plume, votre stylo. Ces trois phoques s'envolent en avant, virgule. Ces trois phoques s'envolent en avant, virgule. Ces trois phoques s'envolent en avant, virgule. Triangle léger. Il y a un sourire d'Alain Borer qui veut dire « on ne m'aura pas » sur les trois phoques. Bien essayé Rachid Santaki, mais vous ne m'aurez pas. Vous savez lire les sourires. Oui. C'est fâcheux. Je connais, je navigue. Ces trois phoques s'envolent en avant, virgule. Triangle léger qu'arrondit l'haleine du vent, virgule. Triangle léger qu'arrondit l'haleine du vent, virgule. Qu'arrondit l'haleine du vent, virgule. Et la grande misaine, et la grande misaine, et la grande misaine est molle, virgule. Qu'arrondit l'haleine du vent, virgule. Et la grande misaine est molle, virgule. Et la grande misaine est molle, virgule. Sous la flèche aiguë, sous la flèche aiguë, sous la flèche aiguë qui dresse, point de suspension. Sous la flèche aiguë qui dresse, point de suspension. Et donc, qui dresse. Ah, qui drette. Dresse, pardon. Dresse, du verbe dresser. Sous la flèche aiguë qui dresse. Point de suspension. Et fin de cette dictée. Olivia, m'autorisez-vous rapidement à faire une troisième lecture ? On va, si vous voulez bien, on continue. D'accord. Parce qu'en fait, il nous reste assez peu de temps pour la correction. Très bien. Il y a quand même pas mal de points, de zones d'ombre intéressantes, je pense, à expliquer avec vous, Alain Borer, qui allait nous aider, nous épauler dans cette tentative d'explication. Voilà, je rappelle que l'intégralité de la dictée est à retrouver, comme chaque semaine, sur franceculture.fr à la page d'En français dans le texte. Et on va commencer par attaquer Rachid Santaki, si vous le voulez bien, par la première phrase et les difficultés qu'elle peut soulever. Ça a été tout d'abord Alain Borer. Oui, vous vouliez vous relire ? Je peux me relire ? Vous pouvez vous relire. J'avais le temps, me donner le temps. 3 secondes. Avant de ramasser les copies. La dictée n'est pas notée. Aucun enjeu. Oui, mais c'est pire. Par contre, on a un autre enjeu. Mettre son titre en jeu, c'est pire. Alors, oui.
Non, je voulais voir seulement un accord, là. C'est la dernière phrase. Ces 3 phoques s'envolent en avant. Triangle léger qu'arrondit la laine du vent. Et la grande misère est molle. Misaine, la grande misaine. La grande misaine est molle, sous la flèche aiguë. Ah oui. Attendez, donc sur les 3 phoques s'envolent. Je comprends pas cette phrase. En fait, vous n'arrivez pas à vous relire, c'est ça quand même. Comme toujours, Oui, en vous général, écrivez j'ai trop écrit petit. oui aussi. Alors, on la refait cette phrase. Ces 3 phoques s'envolent, ces 3 phoques s'envolent en avant, triangle léger qu'arrondit la laine du vent, et la grande misaine est molle, sous la flèche aiguë qui dresse. Mais la phrase est 3 petits points. interrompue. Oui, D'accord. 3 points de suspension. Alors, pardon, on n'est pas toujours très clair sur l'articulation, mais il faut dire que nous sommes masqués dans ce studio. Voilà ce qui explique que parfois, peut-être, nous butions un peu sur les mots. Alors, sortie, allez-y, pardon Rachid, je vous en prie. Sortie du port de Cannes à 3h du matin, virgule. Comment avez-vous, Alain Borrer, écrit sortie? Alors, il faut attendre le sujet Ouais. pour accorder le verbe d'entrée. Il y a une inversion. Et donc, quand nous apprenons qu'il s'agit de nous, on a sorti d'un pluriel. On écrit donc sortie avec un S. Il faut préciser que c'est une chose magnifique de la langue française, qu'elle permet elle exige de mettre au point sa propre pensée, comme je viens d'essayer de le faire. Voilà, il faut pratiquer des allers-retours dans sa tête. Oui, c'est ce qui est très, très, très frappant et qui nous est commun. Car quiconque aujourd'hui, dans toute la France ou ailleurs d'ailleurs, n'est-ce pas, pratique cette dictée, procède au même raisonnement. Et c'est quelque chose qui est collectif, n'est-ce pas? Cette logique-là est collective. Alors quelle est-elle? Elle est la logique double. Premièrement, de mettre au point sa propre pensée. Je précise en effet que nous sommes, n'est-ce pas? Et je le marque d'emblée. Et donc cela s'appelle, je l'appellerais une prévenance. Parce qu'on prévient avant le verbe, le lecteur est déjà informé. Il y a des langues qui ne font pas ce choix. Et puis la deuxième question, c'est que je présuppose en langue française que je m'adresse à un interlocuteur exigeant. Qui a besoin, comme moi, des mêmes... Donc, nous sommes à égalité d'exigence. Sortie avec un S, effectivement, Alain Borrer, du port de Cannes, la ville de Cannes, C-A-2-N-E-S, à 3 heures. La liaison a été faite par Rachid. Heure, H-E-U-R-E-S, du matin. Nous, voilà le sujet, nous avons pu recueillir, nous sommes sur un passé composé, première personne du pluriel, A-V-O-N-S, pu, P-U, on n'accorde pas, c'est l'auxiliaire avoir, pu recueillir. Alors, je n'ai pas l'étymologie exacte du mot recueillir, si ce n'est que ça viendrait du latin, colligere, pour cueillir, rassembler, réunir. Mais la petite particularité de ce mot, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'écrire, c'est qu'un U suit le C. Donc, R-E-C-U-E. I, 2 L, I-R, il arrive qu'on se demande où sont les I, où sont les L, où est le U. Là, c'est très intéressant parce qu'il y a une deuxième catégorie de fautes. Voyez-vous, la première que nous avons évoquée est une réflexion rationnelle qui est de l'ordre de la culture, avec précision, souci de l'autre, et intelligence collective du texte. Tandis qu'avec recueillir, nous ne sommes pas du tout dans ces problèmes rationnels. Nous sommes dans des problèmes de convention. C'est-à-dire que l'on pourrait écrire recueillir de façon différente. Il y en a même 6 sons différents qui permettraient d'obtenir en français le cueillir. On peut écrire Q-U-E, etc., ou K, etc. Alors donc, c'est une convention arbitraire. Cela rejoint ce que Saussure appelait l'arbitraire du signe, c'est-à-dire tout simplement qu'on peut dire d'une façon ou d'une autre ce qu'on veut, pourvu que qu'on soit d'accord, qu'on s'accorde. Le langage, c'est une convention collective. Alors, ces formes-là, ces fautes-là, il faut être très indulgent avec. Parce que la première est une faute grammaticale, c'est une faute de pensée. C'est ce que j'appelle un métaplasme. J'appelle ça un métaplasme au sens où il serait une avarie pour la langue, et là, c'est en train de se produire à cause des nouvelles technologies très souvent. C'est une avarie de renoncer à la faute grammaticale, l'accord, le nous, le sorti S. Mais c'est une petite faute freudienne, embêtante, c'est une faute, mais c'est une faute sans importance intellectuelle d'écrire avec l'étymologie.
comprenez-vous la différence? C'est très important. Nous avons pu recueillir, donc vous l'avez bien écrit, recueillir, Alain Eh Borel. bien, vous voulez me prendre ma copie? Non, je de vous fais la confiance, relever. ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Encore un reste des faibles brises, pas de difficulté, est-ce à faible, est-ce à brise, que les golfs exhalent, hein, c'est le verbe exhaler, donc que les golfs exhalent. Golf, comment l'écrivez-vous? Connaissez-vous l'histoire un peu de ce mot? On ne va pas confondre avec le sport anglais, hein. Donc c'est avec d'ailleurs, on pourrait dire comme cela se prononce, G-O-L-F-E-S. Exactement. Donc, Plus intéressant, c'est exhale, exhale. parce qu'il y a un H qui n'a plus la fonction qu'il avait à l'origine, qui était de mimer le souffle. Alors, et donc, ex, c'est donc un mouvement d'extérieur, et haler, c'est le souffle que l'on doit entendre. On ne l'entend plus, et Rachid l'a très bien prononcé en cachant le H, mais quand même il subsiste. Alors là encore, c'est une faute de convention, parce que c'est une faute, mais on n'en a pas. C'est une convention arbitraire, enfin qui a sa logique étymologique. Oui. Et ENT à exhaler, hein, exhale, parce que ce sont les golfs qui exhalent. Hein. Rachid. Vers la mer pendant la nuit. Donc pas de difficulté particulière, mer, je rappelle quand même, M-E-R pour nos plus jeunes auditeurs. Dans cette première phrase, il y a une chose très émouvante, c'est la caractéristique de la langue française. Elle est la seule langue qui n'écrit pas, qui ne prononce pas tout ce qu'elle écrit. Vous voyez, nous ne prononçons pas exhale et nous écrivons ENT. Alors, s'il n'y a pas de H, c'est embêtant, parce que ça veut dire qu'on oublie l'étymologie, on ne sait plus d'où ça vient. Bon, mais c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est le fait que nous écrivons ENT pour bien préciser le pluriel. Et c'est-à-dire qu'à ce moment de la phrase, tout interlocuteur peut vérifier de qui il s'agit et de quoi l'on parle. Ça, c'est ce que j'appelle il faut donner un nom à ce phénomène magnifique et unique. Je l'appelle le vidimus. Vidimus, en latin, ça veut dire nous voyons, nous constatons. Et le vidimus, c'est le trésor de la langue française. Vous voyez, dans une seule phrase, le vidimus, c'est un S assorti et ENT à exhale. Le reste, est faible, brise au pluriel. Ce sont des indications écrites que l'on ne prononce pas toujours. Et elles sont très précieuses. Et en cela, la langue française est à la fois une langue écrite et orale. On ne peut pas les séparer. On n'écrit pas la langue française, on parle écrit. Voilà, et ça fait partie des beautés de cette langue, effectivement, de ces bonheurs de parler français, comme vous le précisez, Alain Borel, dans ce tract qui paraît chez Gallimard et qui est donc consacré à cette belle langue pas évidente. Hein. Balzac le disait, l'écrivait, le français est même la langue la plus difficile du monde. Alors on continue à s'entraîner avec la suite de cette dictée. Puis un léger souffle du large est venu. Auxiliaire être EST venu ne s'accorde qu'avec souffle, qui est un nom masculin, donc VENU. Poussant le yacht couvert de toile vers la côte italienne. Ce yacht, comment l'avez-vous écrit, vous le marin? CHT. CHT. Y-A-C-H-T. Exactement, pour yacht, ce grand navire de plaisance. Ça, c'est un piège de Rachid. Hein. Il a choisi pour nous faire trébucher. Hein. Et vous savez que c'était l'anglais de cette époque, au XIXe siècle, qui abonde déjà à sa façon chez Balzac et à la fin du siècle encore chez Maupassant. Mais lui, cet anglicisme-là, il n'est pas grave, parce que c'est un objet seulement. La gravité, je n'en dis qu'un mot, c'est lorsque l'anglais ou quiconque, mais d'ailleurs c'est uniquement l'anglais américain, se substitue. Là, ça ne se substitue pas. Se substitue à un mot français déjà existant. Voilà, mais on a déjà aussi raconté ces allers-retours entre l'anglais et le français avec le mot challenger, par exemple, hein, qui est né chez nous avant d'aller en Angleterre et de nous revenir avec parfois ce sentiment d'un anglicisme. Voilà, ce mot yacht qui vient effectivement de l'anglais, qui se prononce IOT et qui venait d'abord lui-même du néerlandais. Pour les écoliers, il mériterait peut-être d'être simplifié, non, ce mot, Alain Borel? Qu'en pensez-vous? Je propose qu'on le confie aux réformateurs de l'orthographe. Oui, nous avons la chance
chance d'avoir une institution fondée par le cardinal de Richelieu. Je dis que c'est une chance parce que on a la possibilité d'harmoniser notre langue. Alors, moi, je voudrais observer les conseils qui nous sont donnés, parce que il importe que chacun suive les mêmes prescriptions, comme on essaie de le faire là, et que la langue évolue en commun. Voilà, alors peut-être on peut raconter pour la longue évolution du mot côte qui suit la côte italienne. C'est O, accent circonflexe, TE, parce que ça vient du latin costa et qu'on sait que souvent l'accent circonflexe marque la présence ancienne du S, costa, côte italienne. C'est un bateau sans accent circonflexe de 20 tonneaux tout blancs. Ces tonneaux, Rachid Santaki, comment fallait-il les écrire? T-O-2-N-E-U-A-U-X. E-A-U-X et 20 tonneaux, 20 V-I-N-G-T, surtout pas de S, dans le cas présent, tout blanc. Oui, là, ce sont les souvenirs du latin, vingésime. On garde le G comme dans doigt, on garde le G de digitus. Tout blanc. Vous l'avez mis au pluriel, cet adjectif blanc. Alors, qu'est-ce qui est tout blanc? On se pose oui. la question, c'est parce qu'il est tout blanc, c'est quand même le bateau qui est tout blanc. Exactement, donc pas de S, B-L-A-N-C. Avec un imperceptible fil doré. Imperceptible, il faut juste bien souligner, noter le M qui avant le P, comme avant le B. I-M, pour faire le son 1, perceptible fil doré, qui le contourne comme une mince cordelière. Cordelière, Rachid, c'est C-O-R-D-E-L-I-E, accent grave, R-E. Voilà, c'est des cordes à plusieurs nœuds. On est toujours dans le registre marin, maritime, celui du bateau, en l'espèce. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce mot, rien de particulier, sur un flanc de cygne? Alors là, ça se complique un peu. Cygne, Alain Borer, comment l'avez-vous écrit ce cygne? Donc, s'il s'agit de l'oiseau marin, qui s'écrit comme le cygne, donc c'est Y-G-N-E, et on le distingue du signe homophone que nous écrivons avec un SI pour considérer les lettres et les mots et les significations. Voilà. Le flanc du cygne, c'est donc le nom de accompagne l'image du bateau tout blanc. Voilà, et flanc peut-être aussi, juste avant, une précision, F-L-A-N-C, oui, pour le flan. Oui. On peut penser à flancher, à ne pas confondre avec le gâteau, le flan, aussi délicieux soit-il. Là, on parle du côté latéral du bateau, de l'objet en question, donc avec un C muet à la fin du mot. Tir au flanc, vous l'écrivez comment à la fin? Tir au flanc, dans cette expression-là, c'est pas dans la dictée. Ah, tir au flanc. Bien, s'il s'agit également du flanc de la famille par lequel on flanche. Voilà, exactement. Tire, T-I-R-E, tiret, trait d'union, pardon, A-U, trait d'union, F-L-A-N-C, ou tiret. Bon, revenons pas sur cette règle. Ces voiles en toile fine et neuve. Vous avez fait la liaison voiles en toile fine, donc on n'oublie pas le S à voile, comme l'a indiqué Rachid Santaki. Fine et neuve, qu'est-ce qui est fine et neuve? Est-ce les voiles ou est-ce la toile pour vous, Alain Borer? C'est la toile. Tout juste, donc au singulier. C'est magnifique, c'est un vrai plaisir d'avoir, comme je le rappelais, à préciser sa pensée. Par exemple, sur le son déjà, on dit C, voile, alors on se pose la question. Ah oui. Est-ce que c'est C, C-E-S? Alors possessif ou... Possessif, puisqu'il s'agit du sujet précédent de la phrase. S-E-S, Et puis en toile, on a cette nuance qui n'est pas dans toutes les langues. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de supériorité du tout, c'est une question de spécificité. La langue française a ce souci de préciser à chaque instant de quoi l'on parle. Et la toile, c'est donc, on pourrait dire les voiles. Il y a beaucoup de langues, pourraient faire l'expérience, qui n'ont pas ce souci. Ils en ont d'autres. Mais là, on doit savoir si on parle de la toile ou des voiles. Alors qu'il y a même une nuance seulement sonore entre voile et toile. Et on a cette distinction. Alors c'est ce qui s'appelle en français, d'un mot français unique, une nuance.
Une nuance, c'est un mot qui n'existe qu'en français. Et Rachid n'a pas dit fines et neuves, hein. Il a bien dit fines et neuves. Ces voiles en toile fines et neuves sous le soleil d'août qui jette des flammes sur l'eau. On va s'arrêter un instant sur ce mois d'août parce que justement, et vous êtes venu avec le petit précis de la réforme de l'orthographe, Alain Borer, l'accent circonflexe sur le U n'est plus indispensable depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle orthographe proposée par l'Académie française. Il le reste cependant pour les terminaisons verbales. Il fut, quand on est sur un subjonctif, à noter que Maupassant a rédigé, lui, sa vie errante avant la réforme de l'orthographe, la dernière proposée par l'Académie française. Et puis, ce n'est pas une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. C'est une simplification. Oui. Il est intéressant de noter seulement cette différence importante entre la convention et la signification. Les dus, dans ce cas d'aujourd'hui, l'accent circonflexe sur le mois d'août est un souvenir étymologique. C'est ce qu'on appelle un engramme d'un mot savant. C'est tout simplement un souvenir étymologique marqué par les scribes qui voulaient montrer combien ils se rappellent l'origine du mot. Alors c'est un souvenir. Tandis que si l'on écrit, par exemple, le jeûne ou quelque chose qui vous est dû, le participe présent du verbe devoir, alors on maintient, et même avec la réforme, on maintient l'accent circonflexe, le chapeau de gendarme, comme on disait, parce qu'il permet une nuance de sens. Voilà, donc ici, août, A-O-U, accent circonflexe, T, qui jette du verbe jeter. On n'oublie pas de doubler la consonne pour faire jette des flammes sur l'eau. Ont l'air d'ailes de soie argentées déployées. Alors là, on y va. L-A-I-L-E-S. Elles sont au pluriel. Des ailes de soie, en revanche, au singulier. S-O-I-E, c'est la soie, la matière. Argenté, déployé. Alors, Alain Borer, avec quoi accordez-vous argenté et avec quoi accordez-vous déployé? En d'autres termes, comment les écrivez-vous? Voilà une belle difficulté. Nous devons nous interroger pour savoir à quoi argenter, sinon s'accorde, c'est à soie. Et sont déployées les flammes. Sont déployées... Les flammes sur l'eau ont l'air de soie argentée. Et déployées s'accorde à flamme. Ah, pas avec elle. Attendez, où est-ce que c'est? Dans le plus haut, dans le sous le soleil d'août qui jette des flammes sur l'eau. Qui jette des flammes sur l'eau. Ont l'air de soie argentée, déployées. Pour moi, ce sont les ailes qui sont déployées. Les ailes, des EES. Oui. De toute façon, que ce soit avec L et ES. Exactement. Dans le firmament, comment l'écrivez-vous ce mot firmament? Ce beau mot? Alors, avec M-A-M-E-N-T. Très bien. Vous validez, Rachid Santaki? Oui. Parfait. Dans le firmament bleu, B-L-E-U pour la couleur bleue. Ces trois phoques s'envolent en avant. On est sur la dernière phrase. Alors, phoque, qu'est-ce que c'est et comment l'orthographiez-vous, Alain Borer, ce phoque, ces phoques? Cela s'écrit comme on le prononce, F-O-C, tout simplement, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et le vocabulaire de la marine était magnifique et très très riche, et notamment le vocabulaire de la charpenterie de marine était dans la francophonie d'une très grande richesse, ainsi que le théâtre contemporain qu'était le théâtre classique. Alors là, il y en a trois. Et de nouveau, le S est un possessif. Le C, pardon, est un possessif. Le C est un possessif. S-E-S. Oui. Trois phoques au pluriel. Donc F-O-C-S, à ne pas confondre avec l'animal. Le phoque, P-H-O-Q-U-E. Voilà, il s'envole au pluriel E-N-T en avant. Triangle, phoque, est-ce que... Oui, on n'a pas dit quand même que c'était des voiles triangulaires. Voilà, exactement. Ouais. Oui. C'était des voiles triangulaires qui se placent à l'avant des bateaux. Avant, les trois. Oui. Et c'est un terme marin. On dit aussi, je crois, un génois pour parler des phoques. C'est vrai. S'envolent en avant, triangle léger. Alors là, est-ce que vous mettez au singulier ou au pluriel ces triangles légers, ce triangle léger, ces trois phoques? C'est au pluriel parce qu'il y a trois phoques qui sont de tailles différentes et qui s'étagent. Et Maupassant est
très visuel dans ce texte comme toujours, et il caractérise les 3 triangles légèrement arrondis par le vent. Léger avec un S, triangle également, qu'arrondit la laine du vent, A2RONDIT pour arrondir. La laine, on n'oublie pas le H, HALEINE, du vent, et la grande misaine, MI. SAINE. Voilà, vous connaissiez ce terme aussi, là encore? Oui, cela me fait beaucoup souffrir. Il y a un poème de Théophile de Viau qui dit « Au seul ressouvenir d'avoir couru les mers, nos rapides pensées volent vers les étoiles. Et le moindre instrument qui sert à ces cordages nous fait ressouvenir du cordage des voiles. » Alors, c'est-à-dire qu'ils sont tous dans le souvenir des bruits et des images. C'est ce qui est très beau dans ce texte, parce que comme vous pouvez le constater, il n'y a pas un son. C'est-à-dire que tout est en silence. Et c'est visuel. Le visuel, c'est le cygne blanc qui s'en va le matin dans le silence. Et que percevons-nous du monde, comme je l'annonçais tout à l'heure à propos de Maupassant? Eh bien, nous ressentons la laine. Et il y en a 2. Il y a un petit vent frais au début, et puis un petit vent ensuite venu du large. Donc nous sommes seulement dans ce texte, dans une réalité du moment du départ du bateau, silencieux, avec la laine fraîche. Et la grande misaine est molle, MO2LE, sous la flèche aiguë qui dresse 3 petits points. Flèche aiguë, peut-être ce mot aigu, une fois encore, avec son tréma sur le E, qui là encore peut ne pas être sauvegardé si on en croit la nouvelle. Non, c'est un des... Oui, en effet, les trémas sont superflus, ont été décrétés souvenirs superflus, mais là, on doit le conserver pour marquer le son sur le U. Mais le tréma est sur le E. Sur le E, oui. Dans ce cas, on ne le conserve pas sur le U, oui. Voilà, il est sur la lettre, le tréma est sur la voyelle qu'on ne prononce pas. Hein. À l'opposé, il y a effectivement des mots qui ont une prononciation spécifique si on ne leur appose pas un tréma. Voilà, aigu, proposition de la nouvelle orthographe. Le tréma indique qu'une lettre U doit être prononcée séparément de la lettre précédente. On placera désormais le tréma sur la voyelle qui doit être prononcée. Exemple, aigu, on peut mettre ce tréma sur le U et non plus sur le E, comme le faisait à l'instant Maupassant dans ce texte que nous avons étudié. Combien de fautes? 0. C'est très très décevant de votre part, Alain Borer. J'ai eu beaucoup de chance. Merci beaucoup Rachid Santaki pour cet exercice de style, Rachid. parce qu'il y avait quand même beaucoup à dire et j'espère pour ceux qui nous écoutent beaucoup à apprendre. On fera une photo de votre dictée, si vous le voulez bien, Alain Borer, qu'on mettra en ligne. Vous aimez voyager, hein, vous aimez naviguer. Et Maupassant a cette langue, du coup, qui vous caresse l'oreille, on l'entend. Les langues naissent et les langues meurent. Dites-nous juste quand même sur ce point-ci. Quand vous écrivez, les langues pourrissent par l'esprit plus que par la lettre. On vous sent contre les évolutions actuelles, contre la féminisation, contre la simplification. Je ne parle même pas de l'écriture inclusive. Mais si on la fixe, la langue, il faudrait la fixer à quelle époque, Alain Borer? C'est pas ça du tout. Hein. Non, il y a un poncif de l'histoire de la pensée qui est de croire que les langues évoluent. Mais c'est une erreur. Le cancer évolue aussi. Et ce qui est juste, c'est que les langues sont des organismes vivants et que par conséquent, elles meurent aussi. Elles meurent à certaines conditions. La première est qu'elles puissent se réinventer dans une oreille collective qui est la leur. C'est malheureusement un phénomène qui disparaît en ce moment. La cause en est très simple, c'est les langues, il en va des langues comme des plantes et des fleurs, elles se régénèrent par leurs racines. Et figurez-vous que le latin, par exemple, qui m'a fait pour ma part peut-être comme vous beaucoup souffrir à l'école, c'est par le latin que la langue française a fait face à toutes les nouveautés qui se sont produites pendant 1000 ans. Et le dernier mot latin inventé, il a été en 1984 par Roland Barthes en inventant le punctum, une façon de lire la photographie.
Je disais à Rachid tout à l'heure que lorsque l'on a inventé le lavabo, je crois que c'est en 1216, on a utilisé le mot latin pour dire « je me lave », n'est-ce pas, lavabo. Alors là, dans ce cas, il y a évolution. Il n'y a pas évolution si l'on remplace, si l'on invente dans la langue, en l'occurrence, qui domine l'oreille, et dominé par l'oreille, c'est une forme d'autocolonisation. Je pense qu'il y a autocolonisation par l'oreille. Bon, alors l'écriture inclusive, Alain Borel, elle n'entrera pas à l'école à la rentrée prochaine. Non, c'est une bonne chose. Elle n'entrera pas à la rentrée. Ce qui importe, ce ne sont pas les opinions passionnelles, mais la réflexion et la démonstration. Par exemple, sur la question de l'écriture inclusive, c'est-à-dire sur la relation homme-femme telle qu'elle est pensée par la langue. Elle est pensée de façon différente par les langues. Cette relation homme-femme, en langue française, d'un mot, elle est pensée dans le terme de la coprésence, de la non-séparation. Et cette pensée a lieu dans la morphologie. Par exemple, les accords du participe. Elles sont aimées et elles sont aimées EES. N'est-ce pas? Et dans le EES, il y a un accord, une harmonie qui est idéalisée. Alors, ce modèle-là est strictement, absolument, magnifiquement un modèle français francophone, avec des relations dans le réel, qui sont par exemple la galanterie, le marivaudage, une pensée de la non-séparation. Alors, dans d'autres cultures qui dominent actuellement, sur les représentations collectives, il y a séparation, marquage au corps. Et c'est ce dont participe l'écriture inclusive, qui est une forme d'autocolonisation. Elle est une forme tout à fait différente du modèle que je dis. En cela, il n'y a pas évolution, il y a involution. Alors restons ensemble. À vos yeux, n'écrivons pas inclusif. Et vous saluez donc cette décision du ministre de l'Éducation de ne pas faire entrer l'écriture inclusive à l'école à la rentrée prochaine. Un dernier mot, la syntaxe se relâche, prévenait Pompidou déjà en 67, et vous le citez, Alain Borel, à la tête de l'État aussi. De quel président date le déclin ? Depuis Giscard. Vraiment depuis Giscard, c'est-à-dire Giscard d'Estaing a annoncé son élection, si vous vous le rappelez, en mai 1974 au balcon de la bienfaisance, et il l'a annoncé en anglais. Il a annoncé « France has elected his president ». Alors il y a deux messages. Le premier message, c'est « la langue française n'est pas une langue internationale ». Les 45 pays qui l'ont en partage apprécieront. D'ailleurs, les journalistes québécois étaient en larmes sous le balcon. Et le deuxième message, c'est qu'en plus, nous sommes incapables de parler correctement la langue du maître. Et en effet, il y a 8 raisons pour lesquelles il est plus difficile d'apprendre l'anglais à partir du français. Alors, est-ce que c'est le rôle du président de la République de s'adresser en anglais à la télévision américaine? Je ne le pense pas. Il s'agirait de défendre, de promouvoir ce trésor de l'humanité que nous avons en partage, qui est une langue non pas locale mais mondiale, et qui présente un modèle alternatif très important et très précieux. Merci beaucoup à vous, Alain Borel, qui vous présentez d'ailleurs dans ce livre comme un résistant et qui pointait les collabos, à tous ceux qui vous accuseront de déclinisme. Vous avez déjà cette réponse. Merci d'être venu défendre cette langue, ce bonheur de parler français aussi. Je rappelle que votre tract vient de paraître chez Gallimard. Alain Borel, merci beaucoup, Rachid Santaki. Merci Olivia, merci Alain Borel. Merci Rachid, bravo.